Et bonjour à tous, nous revoilà. Donc on va se lancer dans une petite conférence sur le développement logiciel dédié à la Coupe de France de robotique. C'est moi qui vais vous la présenter. Et ça va être très sympa. On attend que tout le monde finisse sa petite installation dans la salle. Et surtout, on va aussi attendre le responsable cadrage qui va devoir saisir des mouvements subreptictifs, si je puis dire. Donc, comme à tout début de conférence, je vais vous faire l'honneur d'une petite euh, performance de gymnastique. Donc, je pense qu'on va commencer sur une roue toute simple. Euh, et le retour sera sûrement en rondade, si tout se passe bien. Donc, on va partir sur le développement logiciel, du coup. Et la rondade, comme promis. Nous allons donc pouvoir parler de développement logiciel, maintenant que nous sommes tous bien disposés. Donc je vais vous passer les super slides du futur. Hop. Qui suis-je, que c'est qui parle? Donc ça, c'est moi. Vous ne le voyez pas très bien à cause de l'éclairage, mais moi je ne le vois pas très bien non plus, donc c'est pas grave. Je suis Alexandre Bremer, j'ai 29 ans. Et professionnellement, je suis Embedded Software Engineer, ce qui veut dire que je code des trucs pour des robots. Je suis plutôt sympa. Et au niveau de ma tête, on pourrait faire un certain parallèle avec Krillin. Dans quelle entreprise je travaille? Je travaille chez Wondercraft, qui est une entreprise qui fabrique des exosquelettes pour la rééducation à la marche à destination des gens en fauteuil ou en rééducation. C'est hyper stylé, c'est des gros robots. Et j'aime bien les robots. De quoi que c'est qu'on va parler? Donc dans cette conférence, on va parler de logiciels. J'espère que vous n'avez pas été trop spoilé par le titre. De comment s'organiser pour faire ce développement logiciel, du contexte de la coupe, parce que c'est pas du logiciel pour n'importe quoi, c'est pour la coupe. Et on va parler de comment c'est qu'on fait des tests, même si on n'a pas vraiment envie de faire des tests, du coup on va pas vraiment en faire, mais on va essayer quand même un petit peu. Donc je vais vous parler de moi, c'est plutôt une pratique que j'aime bien. Du coup, j'ai rencontré la coupe en 2015 et jusqu'en 2017, j'étais à l'INSA Rouen, une école d'ingénieurs. Euh, et mon rôle dans l'équipe, c'était de coder l'IA globalement. Il y avait des gens qui faisaient tous les autres aspects du robot, de la méca, de l'élec, du bas niveau, tout ça. Moi, je codais l'IA voilà, en Python. Ici, on peut voir une magnifique vue de l'interface graphique de l'IA. C'était vraiment super cool. De 2018 à 2019, j'ai quand même au bout d'un moment fini mes études et je suis sorti de cette école d'ingénieur. Cependant, je ne suis pas sorti de la coupe. À mon grand malheur, parce que du coup, je n'ai jamais pu m'en libérer. Cependant, j'ai continué à participer à la coupe. Et du coup, je me suis dit que maintenant que j'ai plus d'école d'ingénieur et plus d'équipe, je vais tout faire tout seul. C'était une très riche idée qui m'a permis d'aller à la coupe avec des robots qui marchaient pas. Une des réalisations que j'ai pu faire dans ce contexte, c'était le petit Wesley qui est là, qui était un électron, pour ceux qui veulent relier ça à leur expérience personnelle. Et j'avais fait ce magnifique robot qui est un peu chum, mais ça va, qui récupérait du coup les petits palets sur la table. Je continue à parler de moi, c'est quand même vachement toujours sympa. En 2020, j'ai rejoint l'équipe TDS. Cette fois encore avec un robot que j'avais fait tout seul de mon côté. Et on s'est dit, on a un robot, t'as un robot, là on les met à côté, on appelle ça une équipe. C'est ce qu'on a fait. Du coup, j'avais déjà opéré un changement qui va normalement susciter une certaine frayeur dans vos esprits, c'est que j'avais passé mon IA en JavaScript. On aura l'occasion d'en parler plus tard de ce choix technique potentiellement douteux dans vos esprits. Euh, et j'ai également pu participer à la rédaction de 3 règlements
Sales the World, Sales the World V2 et Age of Bot. Sales the World étant le seul règlement qui a eu l'audace de subsister pendant 2 années. Une histoire de maladie de quelqu'un, bon, c'était un détail. Ensuite, de 2021 à aujourd'hui, j'ai changé de rôle dans l'équipe. Au lieu d'être le mec qui fait tout et qui après a un truc qui marche pas bien, je suis devenu le mec qui assemble le robot. C'est-à-dire que je ne suis pas le seul à le designer, mais je suis celui qui l'assemble chez lui et je code l'IA. J'ai aussi pu réaliser quelque chose dont nous allons parler tout à l'heure qui est Téléplot. Et vous avez sur l'image de droite une super image de mon robot de l'an dernier que j'aime. On va enfin parler de logiciel. Corentin, alias Kamikaze, vous en a parlé rapidement en début de journée. Dans le milieu du logiciel, on fait une différence entre le bas et le haut niveau. Donc le bas niveau, globalement, il est plutôt au niveau bas, et le haut niveau, c'est un peu l'opposé. Je ne sais pas si vous voyez à peu près. Le bas niveau, on va utiliser ce mot pour parler souvent de code qui est sur des microcontrôleurs. Ça va interagir avec des capteurs, des actionneurs, et ça va faire ce qu'on appelle des asservissements bas niveau. Le mot asservissement, franchement, il fait peur si c'est la première fois qu'on le rencontre. Dans le milieu de la robotique, asservissement, ça veut dire qu'on va avoir un capteur, on va avoir un actionneur. Notre actionneur, on veut vraiment qu'il fasse ça, et notre capteur, il est en train de regarder si on est en train de faire ça. Et du coup, l'asservissement, on va prendre la donnée du capteur, voir que notre actionneur, il est un peu sur le teco, et vu que notre capteur il nous le dit, on va le ramener par là, mais on l'a ramené un peu trop, parce que le capteur nous l'a dit, on va le ramener par là, et on va essayer de réussir à le mettre au bon endroit. Des fois, vous voyez des robots qui avancent, puis qui reculent, puis qui avancent, puis qui reculent, comme ça, qui convergent vers un point. C'est que leur asservissement est tout claqué. Le haut niveau, ça va être la deuxième partie. C'est là où on va avoir des gens un petit peu moins barbus et un peu plus hipsters. Ça peut être sur des microcontrôleurs, mais ça va souvent être sur des petits ordinateurs ou des plus gros ordinateurs selon votre budget. Ça va avoir pour rôle de contrôler le bas niveau, donc de dire à ce super logiciel qu'est-ce qu'il doit faire. Et surtout, dans le cadre de la coupe, ça va enregistrer l'état du robot, le mettre à jour en continu, dérouler la stratégie, les objectifs que doit faire le robot, garder en tête l'état de la table pour prendre des décisions intelligentes. Donc globalement, ici on a un truc intelligent, ici on a un truc bête. Ici on a le cerveau, ici on a le cervelet, ici c'est des hipsters, ici c'est des barbus dans des caves. On va changer un petit peu de langage de programmation entre les deux, même si en fait on peut un peu coder les deux dans tous les langages qu'on veut, mais dans la vraie vie c'est pas tout à fait comme ça en fait. Le bas niveau, on va plutôt être sur du C++, qui sont des langages très proches de la machine, et des langages compilés. Et dans le haut niveau, on va pouvoir s'écarter un peu de ça, avoir des langages de programmation un peu plus fancy, interpréter ou compiler comme on veut. On va pouvoir trouver du C++, du Python, c'est les deux principaux qu'on trouvera à la coupe. Et il y a des autres petits malins qui se disent qu'ils vont le faire en JavaScript, mais ça, on en parlera après. On va vous parler du bas niveau. Donc le bas niveau, c'est le code qui est au milieu de la slide. Donc, étant donné qu'on a une qualité de projection exceptionnelle, il est possible que toutes les couleurs ne soient pas fidèlement représentées. Vous nous excuserez pour la gêne occasionnée. Cependant, pour pouvoir faire du code bas niveau, on va se dire à un moment, je peux coder ou je ne peux pas coder. Donc quand est-ce qu'on peut commencer à coder le bas niveau? On peut commencer à coder le bas niveau dès qu'on a un prototype sur une breadboard. On en a parlé, c'est une histoire de gâteau anglais. Soit une carte électronique. On en a vraiment beaucoup parlé juste avant. C'est des trucs verts avec des composants dessus. Donc dès qu'on a l'un des deux, donc soit le prototype du circuit électronique, soit le circuit électronique lui-même, on va commencer à pouvoir écrire du code pour voir si on lit bien les données de nos capteurs, si on est capable de faire bouger nos actionneurs, et s'il n'y a pas de bug chelou auquel on peut reprocher l'équipe électronique d'avoir été pas concentrée. On n'a pas besoin du tout d'avoir le code du haut niveau quand on va coder ça. On n'a pas besoin qu'il y ait un truc au-dessus qui nous donne des ordres. On va juste lire nos capteurs, lire nos actionneurs, et on n'a surtout pas besoin de la mécanique du robot. Franchement, pour voir si ma LED elle s'allume ou elle s'éteint,
Je n'ai pas besoin qu'elle soit embarquée dans un robot avec 4 roues. Et on va essayer de suivre des règles simples. Le bas niveau, ce n'est pas exactement le même milieu de développement que le plus haut niveau. On va essayer de faire très simple. On va coder dans des langages de programmation qui sont relativement proches de la machine, et on va avoir des contraintes qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur nos PC. Par exemple, dans le bas niveau, nos ressources sont souvent très limitées, que ce soit en mémoire, en processeur. C'est des petites puces électroniques, ce n'est pas des PC. C'est pour ça que des petits appareils électroniques n'ont pas des écrans, ils font tourner Windows et Fortnite à fond. Ils ont des contraintes, et ces contraintes, on va devoir les intégrer dans notre développement. Et notamment, une des règles qu'on va vouloir suivre, c'est de faire du code qui n'est pas bloquant. Donc là, on passe un petit peu dans mes conseils personnels et pas forcément les conseils que tout le monde va suivre tout le temps, parce que tout le monde va quand même le faire à sa sauce. Mais franchement, si vous les suivez, ça peut être un peu stylé quand même. Donc je conseille personnellement de faire des codes non bloquants. Ça va vous éviter en fait, de tomber dans des pièges faciles lors de votre développement. De prévoir que en fait, il peut y avoir des erreurs. Dans la vraie vie, on ne vous le montre pas forcément quand vous codez normalement. Mais par exemple, si vous faites une communication entre le haut niveau et le bas niveau, bah, vous envoyez Toto, 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 ça marche tout le temps. Sauf qu'un jour, il y a Tata qui va arriver et votre code, il va devoir traiter ça, il va faire n'importe quoi. Et du coup, il faudra faire attention de vérifier que quand on envoie quelque chose, on reçoit bien la bonne chose. Et prévoir ça dès le début du code, ça vous évite des semaines de débugage et de c'est que je ne comprends pas ce qui se passe. Donc comme j'ai dit, c'est juste un microcontrôleur. C'est un peu nul, pas très puissant, il faut le respecter. Le code que vous allez faire en bas niveau, il va être complètement indépendant de votre stratégie. Il n'est pas spécialement lié au thème de l'année d'ailleurs. Tout ce qu'il fait, c'est lire des capteurs et faire bouger des moteurs. Donc vraiment, il n'y a rien de bien compliqué. Et surtout, vous allez vouloir éviter de vous lancer dans des choses ultra complexes. Vous dites pas que vous allez choper 20 capteurs différents parce qu'ils ont tous l'air hyper stylés pour exactement ça que c'est qu'on veut. Commencez simple, prenez quelques capteurs, prenez quelques actionneurs et évitez de faire des codes trop lourds ou trop complexes avec plein de variétés à l'intérieur. Ok, alors, hop, on va continuer. Je vous ai quand même lâché du code sur l'écran. C'est assez incroyable. Normalement, on dit qu'il ne faut jamais faire ça. Là, comme je suis un rebelle. Du coup, je vous ai mis ce qui, pour moi, est une structure de code où, normalement, on ne peut pas trop se tromper à la coupe. Si on débute et qu'on veut faire quelque chose de bien, je ne sais pas si vous avez déjà vu Arduino. C'est un petit peu orienté autour de l'architecture de Arduino. On en parlera après si vous êtes super chaud. Globalement, on va avoir une première partie de notre code qui va initialiser tout ce que c'est qu'on veut. Donc ça va être les capteurs, ça va être les moteurs, ça va être la communication avec le robot, tout ce qui a besoin d'être fait une fois au début et après on n'y touche plus jamais. Ensuite, on va avoir une autre partie du code qui va être dédiée à la communication notamment avec le haut niveau. Le but, c'est que ce soit non bloquant, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc tout ce qu'on va faire, par exemple, si le haut niveau nous dit « vas-y, fais ça », eh ben, on ne va pas faire ça dans notre code, on va juste mettre une petite variable qui va nous dire « faut que je fasse ça ». Et en fait, ça va nous permettre de ne pas s'arrêter en plein milieu de la communication pour aller faire bouger notre moteur, mais on a fini toute notre communication, on va passer après dans notre boucle qui fait bouger notre moteur, et on va continuer à boucler. Le fait de ne pas s'interrompre en plein milieu de n'importe où dans votre code, ça va vous permettre d'éviter de tomber dans beaucoup de petits pièges qu'il peut y avoir en bas niveau. Et c'est une règle relativement simple à suivre, donc je vous conseille de le faire. Pareil, si vous voulez récupérer une valeur d'un capteur, lorsque vous êtes en train de communiquer et qu'on vous a demandé « envoyez-moi ça », vous n'allez pas aller demander au capteur quelle est sa valeur. Vous allez retourner la dernière valeur envoyée par le capteur. Et vous allez par contre faire attention que régulièrement, vous mettez à jour la valeur autre part dans votre code. Donc accord semble la boucle principale de votre code, le truc qui va tourner à l'infini et qui va toujours faire la même chose. Il va communiquer avec le robot principal, voir si on lui a demandé de faire des trucs. Il va lire les capteurs, il va actionner les moteurs, et on le sous-estime souvent, mais il va faire clignoter une LED. Alors, quel est l'intérêt de faire clignoter cette LED? C'est de savoir si le programme il a planté, globalement. Si elle s'arrête de clignoter, c'est qu'il faut arrêter de chercher partout. Vous avez écrit quelque chose de vraiment pas bien dans votre code,
Et il faut débugger le code. Pourquoi est-ce que je n'ai pas inversé ces deux fonctions-là, sense et actuate? Parce que c'est quand même vachement bien de lire les capteurs avant de savoir si on va foncer dans quelque chose. Ça peut être bête, mais on peut très facilement oublier de faire ça dans ce sens-là et avoir du retard et faire des choses qu'on n'aurait pas voulu avec le robot. Je vous ai présenté cette magnifique fonction communicate qui part du principe que vous avez un autre machin qui envoie des messages à votre code bas niveau pour lui dire quoi faire. Franchement, si vous commencez, vous n'en avez pas besoin. Vous enlevez cette fonction du code et vous passez juste sur cette fonction-là, à la place, vous la remplacez. On va tout faire en bas niveau juste pour tester. Donc par exemple, au lieu d'avoir le robot, le haut niveau qui nous dit vas-y, avance, bah, en fait, on est capable nous-mêmes d'avancer. Si la valeur de notre capteur c'est ça, alors j'avance. Ça, c'est pas forcément quelque chose que vous allez amener jusqu'à la coupe, ou peut-être, ça dépend de l'état de votre robot. Mais au moins, c'est quelque chose qui vous permet de tester réellement votre bas niveau et de voir s'il va y avoir des bugs à l'intérieur. Et surtout, ça va vous permettre de faire des vidéos pour montrer que votre robot marche avant même d'avoir travaillé sur le bas niveau, ce qui est assez stylé. Faut pas réinventer la roue en bas niveau. Il y a quelqu'un qui a forcément déjà fait ce que vous avez essayé de faire. Cherchez sur Internet. Franchement, Internet, ça marche hyper bien. Et il faut vous donner les moyens de débugger. Donc ça, je l'ai mis un petit peu pour faire une démo à la fin de cette conférence. Quand on développe et qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, parce que c'est un microcontrôleur, il n'y a pas d'écran, il n'y a quasiment rien, on ne comprend pas ce qui se passe. Et dès qu'il fait un truc un peu bizarre, où on n'a pas l'habitude, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, on ne comprend rien. Et du coup, il faut faire le travail de faire en sorte qu'il parle vers le monde extérieur pour qu'il nous dise ce qui est en train de se passer. Donc cette fonction debug, elle va être relativement importante, on va en parler tout à l'heure. Si vous ne l'implémentez pas, vous n'allez jamais savoir ce qui se passe à l'intérieur de votre code. Et du coup, dès qu'il y a un bug, vous ne saurez pas comment le traiter. On va passer au haut niveau. Donc le haut niveau, j'ai respecté vraiment toutes les règles en mettant un maximum de texte sur cette slide. Pour moi, il y a deux choses absolument essentielles dans le code du haut niveau. Une liste d'actions à faire, va chercher cet élément, et une liste de conditions pour la réaliser. Va chercher cet élément, c'est le nom de l'action. Mais par contre, si je l'ai déjà faite, bah, je ne vais pas y aller. Si j'ai plus le temps, bah, je ne vais pas y aller. Et si ma pince n'est pas vide, bah, franchement, je ne vais pas aller chercher quelque chose. Ma pince, elle est pas vide. Pareil pour faire d'autres objectifs. Est-ce que je ne l'ai pas déjà fait? Est-ce qu'il me reste assez de temps pour le faire? Toutes ces choses-là, c'est la liste d'objectifs. C'est vraiment la base de la réflexion de votre robot. Alors normalement, quand on réfléchit au bas niveau, on a envie de faire un truc ultra stylé. C'est de prendre en compte combien de points va marquer chaque action, combien de temps il faut mettre pour chaque action, d'écrire un super algorithme qui va décider de façon cartésienne comment on s'en fout. Vous allez faire une boucle. Une boucle, c'est vachement bien, qui va parcourir tous les objectifs que vous avez listés. Et si les conditions sont remplies pour pouvoir la faire, vous allez do it, la faire. Et si elle est déjà faite, bah, vous marquez c'est bon, elle est faite. Et vraiment, ça, il y a des robots qui vont en finale avec ça, il n'y a aucun souci. Vraiment, l'intelligence du robot, c'est bidon. Si vous voulez que le robot se comporte différemment avec ça, vous prenez cet objectif, vous le mettez en dessous, du coup, il va faire celui-là avant. C'est tout. Et s'il ne peut pas remplir les conditions pour la réaliser, il la passera. Et s'il a tout déroulé, bah, il revient au début, il voit s'il y en a qui ne l'a pas fait, et il les refait. Vous allez avoir un robot qui est hyper intelligent, qui choisit lui-même de faire des trucs, alors que vous avez juste mis un for et un if. Vraiment, l'IA d'un robot, à partir du moment où il y a un if, on peut déjà appeler ça de l'IA. Je vous présente ça parce qu'il faut commencer vraiment à faire des choses simples. Il ne faut pas se lancer d'abord sur « je suis trop un hipster, j'ai trop une envie du turfu de faire de l'IA par apprentissage machine ». Non. Non, vous allez faire un for, vous allez faire un if, et ça va déjà très bien se comporter. Ensuite, si vous voulez l'améliorer, vous l'améliorez. Comment on peut l'améliorer? Trop stylé, on va créer une carte de la table dans la mémoire du robot. On va faire de la recherche de chemin dessus. Si vous voulez, vous le faites après. Ça marche bien. Ça sort le robot de certaines situations. Mais franchement, si vous n'avez pas ça, ça sert à rien. Donc le but, c'est toujours d'avoir quelque chose qui marche très rapidement. Donc on va d'abord faire le minimum pour que ça marche et après l'améliorer. J'ai fait une super carte, j'ai fait des super objectifs, un maxi code. Bah maintenant, je vais faire une interface du turfu.
les interfaces du turfu, c'est trop bien parce que déjà le turfu, c'est le turfu. Et dedans, on va pouvoir mettre plein de trucs super utiles pour voir ce qui se passe sur le robot. Et voir ce qui se passe sur le robot, c'est un petit peu la clé pour comprendre quand c'est qu'il y a un bug. Quand est-ce qu'on va développer ce haut niveau? Il me faudrait un robot, il faut que le bas niveau il soit codé. Non, non, en fait, on s'en fout. On n'a pas besoin que le bas niveau soit codé pour vérifier si ça et ça fonctionne. On n'a pas besoin que le robot soit construit pour voir si ça et ça fonctionne. On peut même développer ça alors que le robot n'est pas construit. Franchement, on s'en fout. C'est un programme. Qu'ils affichent un truc sur votre écran ou qu'il envoie un message au bas niveau pour faire bouger le moteur. Franchement, c'est la même histoire. Vous pouvez le développer sans avoir le reste. Pourquoi je vous dis ça? C'est justement pour ne pas vous bloquer en ayant l'impression que vous ne pouvez pas développer une partie du logiciel avant d'avoir fait une autre tâche. Ça peut être fait en parallèle. Le moment qui va être critique, c'est le moment où vous allez faire l'intégration. Par exemple, si vous vous dites, pendant la moitié de l'année, il fait le robot, pendant l'autre moitié de l'année, il fait le code, enfin pendant la même partie de l'année, il y en a un qui fait le robot, un qui fait le code. À la fin de l'année, on réunit ça, une semaine après, on part à la coupe. C'est faux, ça ne marche pas, parce qu'il y a un truc qui est souvent très sous-estimé dans le milieu du développement, c'est ce qu'on appelle l'intégration. On prend ce qu'a fait Jean-Michel, on prend ce qu'a fait Gérard, et Gérard Jean-Michel, ça ne marche pas. Ce n'est pas un prénom qui est joli. Il va falloir reformuler tout ça et passer plusieurs semaines à comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas bien compris comment l'autre devait nous envoyer des messages, pourquoi est-ce que c'est un peu buggé. Donc vraiment, l'intégration, ça va être quelque chose d'essentiel. Donc il faut commencer à coder tout en parallèle le plus vite possible, si vous avez plusieurs personnes, sinon vous vous concentrez sur une tâche, pour justement garder un maximum de temps pour l'intégration. Ensuite, vous allez créer un super code, le code du bas niveau. Ça va être la dernière version parce que franchement, elle marche super bien. Vous avez vu qu'il y avait un petit bug, vous avez rajouté fixe. C'était la version qui était en janvier. Vous avez débugué un petit peu, mais c'est la V3. .cpp, c'est le nom du code. Ça ne va pas être gérable. Vous allez avoir plein de fichiers qui s'appellent comme ça. Vous n'allez jamais savoir lequel est lequel. Et si vous avez une super idée, vous implémentez un truc, vous pétez tout, vous voulez revenir au code de la semaine dernière, et ben je ne sais pas lequel c'est. Est-ce que c'était debug V3 ou est-ce que c'était fixe V5? Aucune idée, c'est pas clair. On va faire ce qu'on appelle du versionnage. Le versionnage, c'est hyper compliqué. C'est prendre des fichiers et les envoyer sur Internet. C'était pas si compliqué. Du coup, on va avoir notre code qui s'appelle baniveau.cpp. Lui, c'est Jean-Michel. On va l'appeler comme ça parce que c'est quand même sympa. À cette date-là, il a envoyé ce fichier-là sur GitHub, qui est un outil de versionnage sur Internet. Donc ça, c'est le monde Internet. Et ça, c'est Jean-Michel, si je me souviens bien. Donc Jean-Michel, il va envoyer ce fichier et il va dire en envoyant ce fichier un petit message, j'ai ajouté le capteur. Merci Jean-Michel, c'est super sympa de ta part. Il y a Gérard qui est de l'autre côté qui travaille aussi sur le même code bas niveau. Et lui, il a fixé la communication. Il va envoyer ça ici. Pareil, au cours du développement, ils vont chacun faire les mises à jour de leur côté. Et ce super outil d'Internet du futur, il va automatiquement prendre le fichier qui est là, prendre le fichier qui est là, comprendre que Jean-Michel, il a modifié une partie du code, Gérard, il a modifié une autre partie du code. Il va rassembler les fichiers, en faire un seul avec tout qui est mis à jour, et ça va marcher super bien. Et surtout, si Gérard, il est franchement pas content de ce qu'a envoyé Jean-Michel sur le serveur, à tout moment, il ouvre sa page web, il utilise la petite roue sur votre souris, il scrolle jusqu'à son code à lui, et il le récupère quand c'est qu'il veut. Il a les petits messages, il a la date. C'est trop facile, le versionnage, faites-en, vous allez kiffer. Ensuite, ça va être un conseil général pour le code. Je vous ai mis les deux mêmes codes les uns à côté des autres. Celui-là, je vous ai mis des petites couleurs, comme ça c'est plus facile à comprendre. Celui-là, je ne vous ai pas mis de couleurs, mais je vous ai mis des commentaires et des noms de variables un peu plus longs. Franchement, celui-là, je suis incapable de savoir ce qu'il fait. Il est plus court, c'est super, j'ai un fichier, il est hyper petit. Il n'y a pas de commentaires, il y a des couleurs, pourtant je devrais arriver à le lire. J'arrive pas du tout à le lire, c'est absolument incompréhensible. Alors que celui de l'autre côté, il fait 4 lignes en plus. J'ai mis des noms de variables un tout petit peu plus longs, et on comprend rapidement ce qu'il fait, même si franchement, moi je suis nul en maths, je ne comprends pas ce qui se passe là. Il calcule l'angle de la ligne avec un offset, il calcule les coordonnées, ok. Il fait une liste de points, donc apparemment dans cette boucle,
ça doit être le point, ça doit être la liste. Et ensuite, il bouge là. Ok, c'est super simple en fait. Les commentaires, on n'a pas besoin de les mettre par ligne, on n'a pas besoin d'en mettre un partout. C'est juste des blocs de code qui paraissent peut-être un peu compliqués quand on va venir les lire. Et ben en fait, si on ajoute juste une ligne de commentaire au-dessus de chaque bloc qui fait un truc, le futur nous, quand il va venir sur ce code, il est toujours nul en maths, il va rien comprendre. Par contre, il saura quelle partie du code il faut modifier pour résoudre le problème. Et après, les commentaires, il ne faut pas en abuser non plus. Franchement, move, trajectory, on a compris que ça allait bouger et qu'il allait avoir une trajectoire. Il n'y a pas besoin de commentaires là. On ne va pas en ajouter juste pour le plaisir. Il faut rester cohérent. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'était comprendre comment ça se passe. Je vous ai mis un tout petit code Arduino. Arduino, ça va être des petites cartes comme ça. Attention, je lève le bras avec un petit truc dans ma main. C'est un petit truc bleu, c'est une petite carte électronique. Donc c'est comme les circuits verts, sauf que celle-là, elle est bleue. Franchement, il n'y a pas de diff. Et le code pour programmer ça, ça ressemble à ce qu'il y a sur l'écran. Donc on retrouve notre fonction setup, où on initialise des trucs. Serial.begin, ça va être la communication. Et ensuite, on va avoir une boucle qui va faire des trucs. Donc apparemment, elle print un sinus. Ok, donc elle affiche un sinus. Sauf que ça, si elle le fait toute seule sur la carte, ben on ne va rien voir, on ne va pas le voir notre sinus. Donc on a identifié un peu ce problème-là avec d'autres gens de la coupe. On a créé un super outil qu'on a appelé Téléplot. Globalement, ça va faire des plots. Jusque-là, on est OK. Et dans cette idée de téléplot, on va faire une petite démonstration. Alors attention, c'est le moment où ça devient un peu tricky. Faut que je branche ça dans mon PC. OK, c'est effectué. Donc déjà, c'était pas super simple. Et je vais passer sur un code Arduino. Alors attention, il y a au moins 50 lignes de code. Ça va être énorme. Donc on retrouve une fonction setup qui initialise la communication, qui initialise les capteurs. Il n'y a pas besoin de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un commentaire qui nous dit ce qui se passe. On va retrouver notre fonction sense. Apparemment, ça va récupérer les datas depuis notre APDS 9960, qui est un capteur. OK, donc il y a de la proximité, il y a de la couleur et il y a de la gesture. OK, on doit avoir plusieurs données qui viennent de ce capteur. C'est trop stylé. On va avoir une fonction debug qui va afficher plein de trucs, du texte. Donc on devrait pouvoir voir ce texte d'une façon ou d'une autre. Et ensuite, on va avoir notre boucle qui sense, debug, attend un petit peu, et elle boucle. Donc elle va faire ça en boucle. Trop bien. Donc je l'ai déjà envoyé dans mon petit Arduino, ça. On va l'ouvrir et apparemment ça affiche ça. Alors, OK, donc ça c'est ce que j'ai écrit. Donc je prends mon petit capteur qui est là, mélangé dans mes fils. Oui, ça affiche plein de données. Franchement, ça m'aide pas tant à débugger. Je vois que les données elles bougent. Mais ouais, je comprends. Ouais, c'est pas très clair. Du coup, on va faire en sorte que ce soit plus clair. Je vous ai parlé de Téléplot tout à l'heure. Téléplot, c'est notamment une extension Visual Studio Code. On peut aussi le lancer tout seul, mais c'est notamment une extension à VS Code. Donc je vais cliquer sur Téléplot, incroyable, on retrouve le même logo, c'est que ça doit être lui. Je vais cliquer sur le petit port série là-haut, je vais faire Open. Ah, il ne se passe rien de spécial. Ah si, j'ai le même texte qui défile. Ouais, je ne suis pas plus avancé que ça en fait. Va peut-être falloir que je fasse quelque chose dans mon code pour aider ça. Donc je retourne dans mon code. Et là, j'ai modifié un tout petit peu ma fonction debug. Et en fait, je vais essayer de parler le langage de Téléplot. Le langage de Téléplot, il est très compliqué. C'est-à-dire que quand on a une variable, on doit mettre un petit crochet comme ça. Il faut mettre son nom, proximity. OK, on va mettre 2 points. Et là, on va mettre la variable. Et un retour à la ligne. OK, donc ça, j'ai parlé le langage de Téléplot. J'ai modifié un tout petit peu ma fonction debug. C'était vraiment pas compliqué. Et j'ai réussi à parler son langage. Donc je vais juste finir rapidement quelques petites variables en plus. Hop. C'est incroyable parce que j'arrive à faire ça pendant une présentation. Donc c'est que ça ne doit pas être très compliqué. J'ai pas besoin de réfléchir énormément. C'est plus simple quand on code sans réfléchir. Gesture, on met ça. Un petit 2 points. Un retour à la ligne. Et hop, je peux même enlever une ligne. Tiens, c'est trop stylé.
Hop, si je vous fais des petits retours à la ligne, on voit que j'ai en tout 4 variables qui vont être envoyées. Proximity, RGB et gesture. Alors franchement, pour l'instant, je ne suis pas plus avancé. Ça va changer ce qui est écrit dans ma petite fenêtre de commande qui défile là, mais ça va pas m'aider à lire ça plus clairement, quoi. On va voir si Téléplot nous aide. Ok, donc c'est téléversé, ça veut dire que mon PC il a envoyé ce petit code sur le petit bout de composant tout bleu. On va réouvrir et oh punaise. Il y a plein de trucs qui s'affichent, donc on va essayer de comprendre. Donc on voit qu'on a une variable proximity où quand je l'écarte, quand je la rapproche, ça change la valeur. Ok, donc déjà c'est plus clair que les petits chiffres qui défilent, hein. Je vois ce qui se passe, je peux faire des bugs plus faciles. Ensuite, j'ai une variable RGB. Essayons de la mettre sur un truc rouge. Voyons voir. Ouais, c'est pas très clair pour l'instant parce que c'est 3 trucs différents. Ok, on va essayer de faire quelque chose. On va prendre le RGB, on va les mettre chacun, hop, sur son propre petit graphique. Hop. En plus, ce qui est vachement malin, c'est que j'ai mis RGB des couleurs rouge, verte et bleu. Donc on voit ici, il y a un peu plus de rouge. Est-ce que j'ai un truc bleu ici? Franchement, il ne voit pas bien que c'est bleu, il ne doit pas y avoir beaucoup de lumière. Ici, ok, pour faire de la détection de couleurs, je ne vais peut-être pas utiliser ce capteur en fait. Ça ne marche pas super bien. Mais ça, je peux le voir directement avec Téléplot. J'aurais galéré à le comprendre avec le texte qui défile. La gesture, voyons voir, si je fais un geste comme ça, ok, il détecte un truc, un geste comme ça, il détecte un autre truc, comme ça, encore un autre. Ok. Ok, il y a peut-être moyen de faire quelque chose en fait, hein. Il détecte quelques gestes. Si j'ai envie de faire ça, peut-être que mon capteur marchera bien. Donc ça, c'est une présentation super rapide de Téléplot. Et je vous l'ai présenté sur mon Arduino qui est ici. Donc mon petit microcontrôleur, mon code bas niveau. Ça serait vachement bien que je puisse utiliser la même chose pour mon code haut niveau. Par exemple, je l'ai codé en Python, mon code haut niveau. Donc je vais écrire un tout petit bout de code. Hop, qui ressemble à ça. Ouf, il est encore compliqué celui-là, il y a beaucoup de lignes. Voyons voir. On a une boucle qui va envoyer un sinus, un cosinus, et qui va attendre. Ok. Et on a une fonction qui envoie des télémétries. Alors, elle prend l'heure, elle prend l'heure, elle prend la valeur, et elle envoie. Envoie, ça je connais, c'est simple. Ok, donc c'est un petit bout de code Python hyper facile. Et quand on va l'appeler en Python, hop, Python 3 parce qu'on n'est quand même pas des sauvages, hop, on l'envoie. Et qu'est-ce qui se passe dans Téléplot? Ah bah ça marche tout de suite, il n'y a vraiment pas de souci. Ok, j'admets que pour vous c'est un petit peu affreux l'affichage, on va mettre ça en blanc, vous auriez dû me le dire. Bah ça marche déjà en fait. Ça veut dire que dans mon code bas niveau, enfin dans mon code bas niveau et dans mon code haut niveau, je peux envoyer des trucs et je peux même les envoyer en même temps, c'est incroyable. C'est le futur ce truc. Donc voilà, c'est juste un exemple. Là j'ai utilisé Téléplot, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, pour vous dire que l'effort entre j'ai juste du texte illisible qui défile sur mon écran et j'ai un truc exploitable que je peux interpréter, c'est zéro. Il y a zéro effort entre les deux. Et c'est très important quand on va développer de faire ce tout petit effort en plus pour aller plus vite dans les débugages et pour comprendre plus vite ce qu'on fait. Donc maintenant, sans faire de roulade supplémentaire, on va passer à la slide des questions. Et du coup, je me suis dit que c'était vachement plus cool si je mettais plein de gifs sur cette slide. Donc là, on voit un robot qui fait plus de 2 tours par seconde en tournant sur lui-même, même plus, je crois. C'est assez exceptionnel. Là, on a Barbatronic, l'homme qui va vous parler tout à l'heure, qui fait un super saut carpé. Et là, on retrouve mon petit robot parce que franchement, je l'aime bien. Est-ce que vous avez des questions ? Ok, donc la foule est en délire. Faut qu'il se calme un petit peu avant de poser des questions, j'ai l'impression. Ça mérite peut-être une autre roulade, je sais pas. Tu peux tenter une autre roulade. Je peux tenter une autre roulade. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat ? Alors dans le chat, on me dit que le code que j'ai montré sur l'écran ne compilait pas. Franchement, c'est possible, hein. C'est des exemples pour montrer à des gens. Donc c'est normal.
C'est vrai que le robot est plutôt BG. Je pense que la compression fonctionne pas très bien. Mais c'est pas grave, on va vous laisser ça quand même. Est-ce que vous avez du coup des interrogations, des bafouilles qui auraient pu peut-être vous venir en tête à des moments où vous n'y attendez pas, où je n'y attendais pas, qui sais-je, des interrogations, des questionnements, des subtilités, que vous auriez des détails peut-être, que vous auriez des précisions, que vous auriez voulu savoir, des choses à connaître, peut-être du temps. Ok, j'ai arrêté.